Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. On vous apprécie énormément, surtout ceux et celles qui sont abonnés sur notre chaîne YouTube. On vous apprécie. Vous nous aidez énormément. Allez nous trouver aussi sur toutes les plateformes audio ainsi que les réseaux sociaux. On est littéralement partout. Allez nous trouver, suivez-nous, partagez, commentez. Faites toutes ces belles choses-là qui nous aident énormément et on l'apprécie. Salim, comment ça va? Écoute, ça va bien, ça va bien. Une nouvelle semaine qui termine et on s'en va doucement vers l'été, un été préélectoral. Exact. Tu sais, les années électorales, évidemment, puis on l'a dit la semaine passée, là, sur le balado de la semaine passée, attendez-vous à voir vos députés pas mal partout sur le terrain cet été. Mais c'est quand même excitant parce que on voit un peu un rush avant la session parlementaire parce qu'ils veulent faire passer pas mal de choses. Puis en plus, pour la CAQ, avec une nouvelle chef, il faut accélérer un peu toutes les... Ils vont siéger les lundis et les vendredis dès la semaine prochaine. Bon, tu me dirais, il reste pas beaucoup de temps, mais dans le fond, c'est une semaine de plus. Dans le fond, ce serait 2 jours de plus parce qu'il y a les 2 semaines intensives à la base. Ah, quoique, les semaines intensives, c'est des semaines à 4 jours. Donc là, ça va être des semaines à 5 jours, donc 2 et 2. Donc, dans le fond, 4 journées de plus à l'Assemblée nationale. Ça leur donne une semaine. C'est comme, c'est ça, c'est comme une semaine de plus. Ouais. Exact. Donc, c'est ça, on accélère un peu toutes les annonces et tous je ne sais pas s'il va y avoir finalement des projets de loi qui vont vouloir déposer avant la fin. Et là, c'est ça, c'est l'été, c'est les événements, c'est les présences. Puis, ça va être excitant parce qu'une fois le mois d'août, vers la rentrée scolaire, là, on part. Ça va être officiellement, on sera en mode campagne. Non, effectivement, mais en même temps, voilà, en ce moment, il y a quand même tout ce qui est parlementaire qui se poursuit. Il y a quand même pas mal de choses politiques. Alors, comme d'habitude, là, on a 2-3 sujets qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui. On commence par quoi? Est-ce qu'on commence par le fédéral ou est-ce que... Oui, tu veux-tu? On peut faire ça très rapidement comme ça parce que tu en avais fait mention justement quand on parlait de Mark Carney et son désir de vouloir aller chercher sa majorité, puis il y avait des députés qui quittaient, puis là tu avais dit, attention, il pourrait y avoir un autre comté en plus. Oui, je l'avais dit, il y en avait d'autres aussi. Là, il y avait Jonathan Wilkinson, qui est l'ancien ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement. Il y avait, là ça m'échappe. Là. Ah oui, il y avait Nathan Erskine-Smith. Ouais. Mais là, on ne sait plus trop s'il s'en va ou il s'en va pas parce que, bref, ce qu'il convoitait en Ontario, ça n'a pas fonctionné, je crois. Ah. En tout cas, bref. Alors, c'était à voir. Et puis oui, la réalité, c'est que je pense pas que j'étais le seul à en parler, vraiment pas. Je pense que c'est une rumeur qui circulait. Mais je pense que tout le monde s'attendait aussi. Là, c'est ça. Tout le monde s'attendait et puis je pense que les gens se sont pas trompés parce que, la politique, souvent, les gens, quand ils anticipent, ils anticipent selon une certaine logique. La réalité, c'est que les gens en politique, ils réfléchissent avec une logique, mais leur logique est différente de la logique au sens. Et c'est pour ça que même quand on arrive avec une certaine logique, on se trompe. Mais avec un gars comme Guilbeault, puis ceux que ça peut intéresser, s'ils veulent comprendre et savoir pourquoi Steven Guilbeault s'en va, ils devraient réécouter le podcast qu'on a enregistré avec lui, parce qu'à l'époque, c'était la course à la chefferie de M. Carney. Il était avec lui, il l'avait endossé parce qu'il avait connu Mark Carney à l'époque où il était une sorte de représentant envoyé ou whatever, là, pour tout ce qui était finance climatique. Exact. Donc, le lien entre la finance et l'environnement et les changements climatiques. Donc, il l'avait connu à cette époque-là, puis bon, il s'entendait plutôt bien.
Et là, évidemment, il arrive Mark Carney comme premier ministre assez pragmatique. Et là, il a des deals, notamment avec l'Alberta, avec la première ministre Smith, il y avait déjà eu un achat de pipeline. Là, je sais pas, ils sont en train de penser un second. Et à l'époque, je me souviens, là, ici, sur cette chaise où je suis assis, il était là, puis il disait, ben non, mais ça marche pas, telle affaire pour l'Alberta, etc. T'sais, il a tout expliqué pourquoi le gouvernement du Canada s'en allait dans la décision dont il était devenu une forme de parrain. Mm-hmm. Mais, Georges, tout ce qu'il nous a dit, Mark Carney a pris une direction. Oh, c'est le contraire. Ben, peut-être pas le contraire, mais en tout cas, clairement pas dans la même direction. Peut-être pas dans le sens inverse complet, mais tu sais, certainement pas dans la même direction. Ouais. Donc, Mark Carney est beaucoup, focalise beaucoup sur la protection de l'environnement au sens du territoire. Mais sa lutte contre les changements climatiques est peut-être bien plus timide qu'elle ne l'était. Puis il a ramené les libéraux fédéraux un peu ailleurs. Mm-hmm. Bon, selon M. Guilbeault, c'est toujours moins pire que ce que veulent faire les conservateurs en termes d'environnement, mais il reste que il s'en est pas pris à Mark Carney, mais il a quand même dit, ben je suis pas d'accord avec lui, il fait fausse route. Puis moi, il y a des batailles que j'étais prêt à faire à l'intérieur du cabinet, à l'intérieur du caucus, mais rendu là, je peux plus endosser ça et je vais quitter et je vais continuer mon engagement envers le climat à l'extérieur d'une autre façon, d'une autre manière. Mmh. Alors, la raison pour laquelle je t'ai dit, si je parlais de logique, pas logique, etc., ben, Stephen Guilbeault, c'est quelqu'un de... Tu sais, il n'est pas allé en politique pour faire de la politique. Mm. Il est allé en politique parce qu'il s'est dit, je peux contribuer de l'intérieur. Ouais, c'est un agenda spécifique au niveau de l'environnement. Il a trouvé un véhicule. Avec Justin Trudeau, il faut le dire quand même aussi, il était pas mal en accord. Là. Tu sais, c'était quand même, il était en parallèle. Il roulait un peu en parallèle. Pas juste Justin Trudeau, c'est-à-dire qu'au moment où on se parle, dans le caucus libéral, il y en a beaucoup qui sont en train d'avaler des couleuvres. Là, qui ne sont pas d'accord avec ça, là, qui ne sont pas d'accord avec le repositionnement. En même temps, Georges, on va se le dire. Puis, je suis franchement sensible à la question environnementale. Parfois, je me prends moi-même à penser, à me dire, mon Dieu, j'espère que mes enfants vont continuer de vivre sur une planète qui a de l'allure, pas des planètes où on va brûler, où on va avoir des tempêtes, en veux-tu, en voilà, des cyclones, des dérèglements naturels qui vont faire en sorte qu'on va vivre bizarrement, etc. Je suis parfois pris avec ça, là, mais ça, c'est sans devenir un ayatollah de l'environnement non plus, parce que, bon, c'est pas comme si je maîtrisais non plus le sujet, là, en toute honnêteté. Mais tu vois, à un moment donné, Monsieur Carney a été élu en raison de l'incertitude économique. Exact. Et là, on dirait que les manières minimales pour stabiliser ce qu'on a le plus que possible, malheureusement, ça a l'air que ça passe par une priorité qui est ailleurs que celle de la protection de l'environnement. Tu sais. Oui, surtout on va rappeler aux gens qui nous écoutent, là, surtout, et c'est bien que tu le mentionnes, M. Carney est élu à une période où il y a une instabilité, et cette instabilité-là est causée en grande partie avec la relation entre Canada et les États-Unis. Puis je te rappelle aussi, puis c'était même le cas au Québec, puis les autres provinces qui poussaient sur ce commerce interne au Canada. Tu sais, de faire baisser les barrières commerciales entre les provinces, de stimuler
le développement économique est en ouest au lieu de nord-sud. Et qu'on le veut ou non, l'Alberta ne peut pas être exclu. Non. Tu peux pas. Mais non. Tu comprends? On a une ressource, puis on a encore mentionné ça la semaine passée quand on parlait de la question référendaire en Alberta. On a une ressource en Alberta importante. Mais oui. Et surtout pour les Albertains. Mais qu'on utilise. On peut pas emmener en marché, tu comprends? Donc, à un moment donné, t'es un leader politique responsable. Comment tu fais pour négliger ça dans une de tes provinces? Ouais. Non, mais regarde, moi, je vais éviter de rentrer dans le débat parce que je veux dire, je veux pas être tranché, je veux pas trancher sur une chose, mais je veux dire, on peut apprécier les comment dire, les réflexions ou la réflexion qui a pu se faire, celle qui est pro-pétrole Alberta, celle qui te dit, de toutes les manières, c'est pas comme si on n'utilisait plus d'énergie fossile. C'est pas comme si le Canada n'importait pas de pétrole. Il l'exporte. Il y a une raison pour laquelle il l'exporte. Il l'exporte parce qu'il est principalement aux États-Unis, parce qu'on n'a pas assez de raffinerie pour le faire ici au Canada et donc l'utiliser nous-mêmes. Donc, il est raffiné aux États-Unis, les Américains nous le renvoient et ils prennent une cote sur ce qu'ils nous renvoient. Donc, il y a des gens qui te disent, ouais, mais de toutes les manières, on en a besoin de ce pétrole aussi, là, celui qu'on envoie aux États-Unis, on finit par le récupérer de manière raffinée, là. Et je suis d'accord avec ça. Mais ensuite, tu sais, ça va coûter combien? 5 milliards de dollars ou je sais pas trop quoi? Oh non, 50 milliards? Je sais pas, ouais. Regarde, là, je commence à en perdre des bouts, là, avec, c'est comme entre 5 milliards et 50 milliards, il y a quand même une énorme différence, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y avait ils avaient le gouvernement du Canada, sous Trudeau d'ailleurs, avait racheté un pipeline qui s'en allait vers la Colombie-Britannique, là, etc. Le Trans Mountain, je pense. Oui, c'est ça. Mais, tu vois, à un moment donné, si dans 10 ans, même pas, 5 ans, 6 ans, au niveau géopolitique, ça change, puis que les besoins en gaz et en pétrole changent pas parce que tu n'en as plus besoin, mais parce que le marché a changé, ça se peut aussi que le gouvernement se retrouve avec de l'argent investi dans quelque chose qui va moins servir, tu comprends? Ouais. Parce qu'à la limite, normalement, il y a des choses que je pense que c'est le privé qui devrait les faire. Les pétrolières devraient les faire. Alors, à la limite, que le gouvernement travaille avec eux, encadre pour que ça se fasse le mieux possible. Ça ne sera jamais parfait en passant parce que quelle que soit l'activité que tu vas avoir un impact. Mais tu sais, de le faire du mieux possible. Mais enfin bref, je vais éviter de rentrer dans ces détails-là, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour revenir à monsieur Stephen Guilbeault, Stephen Guilbeault n'est pas rentré pour faire de la politique. Donc, lui, la logique de base en politique, elle s'appliquait. Donc, tous ceux qui se sont dit Stephen Guilbeault, ça se peut qu'il sorte du gouvernement à un moment donné. Ils n'ont pas été étonnés lorsqu'il a quitté le cabinet de M. Carney. Puis, ensuite, ils se sont dit, ouais, mais il restera pas un député d'arrière-ban qui va avaler des couleuvres longtemps. Et ceux qui ont collé, entre guillemets, cette shot, ils ont, pas cette shot, mais ce col, là, on fait ce col-là, ils ont eu raison aussi. Parce que la logique de base de la politique, elle s'appliquait à M. Guilbeault. Donc voilà, pas étonné. Mais je trouve quand même qu'il faut saluer. Moi, je salue quand même la manière dont M. Guilbeault a fait ça. En politique, souvent, on voit des gens qui claquent des portes, qui sortent dans les médias pour détruire quelque chose qui se passe, etc. Parce qu'ils ne sont pas contents, parce que parfois c'est des questions d'ego, parce qu'ils ne supportent pas de ne pas être arrivés à quelque chose qu'ils auraient souhaité, ou peu importe. Mais moi, je trouve que M. Guilbeault a très bien fait ça, honnêtement. Il a très bien fait ça parce que le jour où il n'était plus d'accord, tu sais, souvent on dit, on pose des questions à des ministres, on leur dit,
Mais là, vous étiez au gouvernement. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous dites que vous n'êtes pas d'accord alors qu'à l'époque, vous étiez au gouvernement, vous avez siégé au Conseil des ministres, ça ne vous dérangeait pas? Oh, mais vous savez, il faut travailler en équipe, etc. Tu sais, c'est souvent ça qu'on entend chez les politiciens. Ouais. Donc moi, quand quelqu'un s'assume et dit, bon, regardez, je vous déteste pas, monsieur le Premier ministre, je vous respecte. Je respecte le reste des collègues autour de la table du Conseil des ministres, le cabinet, comme on dit, au fédéral. Tu sais, mais honnêtement, si c'est la direction qu'on prend, moi, je suis mal à l'aise. Mais plutôt que d'être en train de bouder dans mon coin, puis de je sais pas trop quoi, là, ben, je vais m'en aller. Puis moi, je trouve qu'en politique, des gens qui font ça, il y en a de moins en moins. Normalement, si c'est fondamental, quelque chose qui est fondamental pour toi, si c'est fondamental, tu dois quitter. Oh non, c'est sûr qu'il y a personne qui va questionner les convictions de Stephen Guilbeault. Il a fait toute sa vie sur ce sujet-là, tu comprends, comme activiste et comme lobbyiste et comme politicien. Et moi, je pense que même avant d'arriver à ce point-là où il dit, bon, regarde, ça marche plus, là, on a des visions complètement opposées, il a dû lui-même aussi avaler quelques couleuvres parce que, tu sais, à un moment, c'est pas noir et blanc, tu sais. Donc, il a dû avaler quelques couleuvres aussi, puis à un moment donné, tu peux pas en faire plus, là. Mais tout ça pour dire, là, je vais revenir à une autre question parce que là, Stephen Guilbeault quitte. Il quitte pas tout de suite. Il va terminer la session parlementaire. Ben oui, mais ça finit dans un mois. Ça finit. Et je sais pas, j'ai lu quelque part qu'il va rester jusqu'au mois d'août, je pense, comme député. Et c'est drôle parce que les analyses qu'on fait, évidemment, au mois d'août, n'oublions pas qu'il y a un autre député fédéral qui va se lancer en campagne électorale au provincial officiellement, Alexandre Boulris, dans Rosemont. Donc, je ne sais pas si c'est coordonné ou si ça a été fixé exprès avec Mark Carney pour lancer peut-être les campagnes, les partiels en même temps. Mais quoi qu'il en soit, là, la majorité de Mark Carney, est-ce qu'elle est en danger? T'sais, on parle d'une majorité de quoi? De 2 sièges, je pense. Il y a 2. Une, c'est le président du Parlement. Donc, techniquement, il y a 1 siège de plus. C'est ça? Ben non, parce que à partir du moment où, en fait, tu comptes... tu comptes si c'est une majorité ou non avec le président. Là, je veux dire, le président du Parlement, il le devient par la suite. Là, je veux dire, mais le jour des élections, admettons. Là, ouais, mais c'est-à-dire que le pouvoir que tu as en chambre pour voter ou passer quoi que ce soit, le président est comme un peu neutralisé. Là, tu comprends? Tu perds un vote. Ouais, ben oui, mais bon, de toutes les manières, oui. C'est juste que ils ne sont pas tout le temps tous là présents en chambre. Là, c'est ça que je veux dire. Puis dans les comités, quand tu as la majorité, les comités sont aussi formés avec une majorité. Donc, c'est un peu plus complexe que ça. Mais regarde, bon, ta question, la réponse simple à ta question directe, est-ce qu'elle est menacée? Je ne te dirais pas qu'elle est menacée, mais elle est fragile. Mais c'est parce que, tu vois, il y a 2 comtés. Son comté, Laurier-Saint-Marie, je pense. Moi, je me rappelle que c'était un comté bloqué. Je sais que par... Gilles Duceppe, mais avant Gilles Duceppe, c'était les libéraux qui l'avaient, mais... c'est un comté qui est bloquiste, que ce soit au niveau provincial ou même au niveau fédéral. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans ce comté-là, surtout à l'approche de l'élection provinciale. Donc, tout peut jouer sur ça aussi. Est-ce que les libéraux pourront le garder? Oui, il n'y a rien d'impossible, mais je vois les chances du Bloc québécois beaucoup plus importantes que celles du Parti libéral du Canada. Moi, je te dirais que les chances du Bloc elles étaient beaucoup plus importantes à Terrebonne, et pourtant, là, tu sais. Ah ouais, c'est vrai que n'importe quoi peut arriver, mais en même temps, à Rosemont aussi, c'est pas donné aux libéraux. Donc, dans une élection partielle ou 2 élections partielles où plein de facteurs peuvent rentrer en jeu,
Tu sais, le Bloc québécois peut avoir l'avantage sur ces élections partielles-là. Puis là, tout à coup, M. Carney, là où il était content d'avoir... C'était pas une grande majorité, là. Tu sais, 2 sièges, tu vas pas crier, tu vas pas faire la fête, là, tu comprends? Mais on en a discuté dans d'autres épisodes, l'importance de cette majorité, même 1 ou 2 ou 3 sièges, c'est que tu as l'avantage dans les commissions parlementaires et c'est ce que voulait M. Carney. Là, si tu perds un siège dans le fond, parce que l'autre, tu l'as pas, mais tu sais, ça devient très, 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 très fragile, comme tu as dit. Alors, fragile, depuis le début qu'elle est fragile, effectivement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge dans le nombre de députés qui permettent cette majorité-là. Maintenant, écoute, à ta question il va finir la session parlementaire qui va finir dans environ un mois, là, un petit peu avant la fête du Canada. Puis le fait qu'il va officiellement démissionner genre la fin août ou un truc comme ça, pour moi, il y a deux explications et elles sont pas, c'est pas l'une ou l'autre, ça peut très bien être les deux. D'abord, tu veux pas, quand tu es député, et surtout quand tu l'es depuis 2019, donc ça fait quand même, je sais pas moi, 6-7 ans, quand tu l'es depuis aussi longtemps, tu as envie de... comment je vais te dire ça? Tu peux pas juste venir et puis juste quitter comme ça. Bang! Là, tu sais, je veux dire, tu as des responsabilités, tu as des dossiers que tu as envie de mener à bien, tu as certains que tu as envie de finir. Et parfois, il y a des députés, que ce soit de ton parti ou d'autres partis, sur certains projets partisans ou non, qui sont... t'es impliqué avec eux, tu veux pas les laisser là, ils comptent sur toi. Donc, ça, c'est important. Ensuite, tu as aussi tes commettants, c'est-à-dire les gens que tu représentes. Il y a un certain nombre de cas de comté, un certain nombre de citoyens qui sont dans des situations, que ce soit avec l'assurance emploi, que ce soit pour des cas d'immigration, que ce soit des cas bref, de autres choses auxquelles je pense pas. Alors, tu sais, c'est la façon aussi pour lui de tout clore. Donc, bon, moi, je pense que c'est une bonne chose. Puis, il a annoncé d'avance, comme ça, le jour où il est parti, ça va pas être, il a claqué la porte. Mm-hmm. Tu sais, donc, moi, je pense qu'il y a de ça. Ensuite, il doit y avoir aussi un petit peu de tactique politique. On est en politique, il y a forcément un peu de tactique, un peu de stratégie. La stratégie, écoute, moi, la première chose auquel je pense, c'est que quand je pense à une circonscription qui devient vacante, que ce soit au fédéral ou au provincial, je me souviens que par la suite, tu as un délai. Au provincial, c'est 6 mois. Au fédéral, je ne sais pas exactement combien de temps. Je pense que c'est la même chose. Peut-être 6 ou 8 ou 9 mois, je ne sais pas, bref, qu'importe, pour lancer cette partielle-là. Alors, moi, je me dis que donc soit... J'imagine qu'avec l'équipe du Parti libéral, ça a fait partie aussi de la réflexion. Est-ce qu'il veut quitter en même temps que monsieur Boulris, peut-être? Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'il y aurait à peu près les mêmes dates pour les déclencher ensemble, ces élections-là. Tu sais, ça peut être des choses comme ça. Fait que, bon, je m'en inquiète pas trop. Mais voilà, donc ça, c'est pour monsieur Guilbeault. On en a déjà beaucoup parlé, mais monsieur Carney a fait toute une déclaration. Quelle déclaration? De quoi tu parles? Mais pas sur monsieur Guilbeault, mais sur le référendum en Alberta. Ah, oui. Tu parles du 50% plus 1. Yes. Ça, premièrement, là, puis je sais pas comment... ça fait débat, et parce que quand on parle du majorité, la majorité, c'est 50 plus 1. Mais là, on parle de la majorité. Est-ce que c'est c'est pas dans la loi de la clarté, là, le Clarity Act, mais il y a une question très spécifique sur le 50 plus 1 et pourquoi ça cause tellement de controverses. Elle n'est pas si spécifique que ça, puis c'est un peu bizarre parce que le premier ministre a dit « Lisez la loi, vous allez voir, c'est très très clair ». J'avais jeté un œil rapide l'autre jour, là, je devrais peut-être en faire un autre, là, mais c'est pas si clair que ça, parce que ce qui est clair surtout, c'est que il faut déterminer, en fait, la loi, elle dit qu'il faut déterminer ce que serait un taux
pas un taux, mais un pourcentage acceptable pour un référendum sur la séparation. Tu sais? Mais moi, ce que je comprends, c'est que c'est le gouvernement fédéral qui le déterminerait. C'est un peu... en tout cas, regarde, je vais vouloir refaire mes devoirs là-dessus, là, faire une petite recherche là-dessus, là. Mais c'est un peu spécial. Bon, maintenant, moi, tu le sais, hein, sur le podcast, là, j'ai mes opinions, bien sûr. Souvent, je les partage, mais parfois, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaye juste d'apprécier la réflexion d'un camp et d'un autre. Évidemment, là, on parle beaucoup de l'Alberta parce qu'ils vont faire un référendum sur le référendum. On en a parlé la semaine dernière. Monsieur Carney a dit que ça prend plus que 50% plus 1. Évidemment, ici au Québec, les gens, ça ne fait pas leur affaire parce que une forme ou une sorte de consensus qui au Québec dit que la majorité, elle est à 50% plus 1, that's it, that's all. Comment je vais dire ça? Monsieur Trudeau, on l'oublie, mais Monsieur Trudeau, Justin Trudeau, lui avait dit que c'était 66% une majorité claire. Pour lui, là, c'est 66% dans le sens c'est les 2/3. T'sais? Donc, ça avait fait jaser à l'époque, mais moins qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, on n'entrevoyait pas un référendum au Québec. Donc, le monde avait trouvé ça, les observateurs et autres, là, partisans du 50% plus 1, évidemment, l'ont tous relevé à l'époque où M. Trudeau avait parlé de 66%. Mais disons que ça avait un petit peu moins excité. Aujourd'hui, c'est un peu différent. T'as un Parti québécois qui est en tête des sondages, qui a l'intention d'organiser un référendum pour séparer le Québec du Canada dans un premier mandat, donc ultimement dans les environ prochains 4 ans. Tu sais, donc, tu sais, c'est sûr qu'au Québec, les gens ont entendu ça, n'ont pas beaucoup aimé. Et puis, sais-tu quoi? Même les fédéralistes, genre même le Parti libéral du Québec qui est fédéraliste, n'aiment pas trop ça, que le fédéral parle de ça, parce que, bon, c'est une forme de... on peut considérer que c'est une forme d'ingérence dans un comment on appelle ça, dans un processus démocratique qui se fait au niveau d'une province. Mais bon, ensuite, voilà. Mais c'est parce que, comme tu as dit, ça relève du fédéral de déterminer si la question est claire et si la question sur la majorité est suffisante. Donc, tu sais, j'ai fait une recherche. Ouais, j'ai fait une recherche rapidement. C'est effectivement dans la loi de la clarté qui disent qu'il doit avoir une majorité claire. Mais ils définissent pas c'est quoi ça, une majorité claire, tu comprends? Donc, ça relève évidemment du gouvernement fédéral de prendre une décision sur quelque chose qui affecte, comme tu as dit, la politique d'une province spécifique. Donc, mais et je pense qu'on a déjà eu cette discussion-là, Salim. Dans le cas d'une... je pense qu'on avait même un invité, là, et on lui posait la question... Tu sais, il y a un référendum et il est gagné par 51%. Est-ce que c'est... 51% ou 50 plus 1? Oui, encore plus. Là, quand on dit 50% plus 1, c'est pas 51%. C'est 50% de la population plus une personne. Exact. Donc, est-ce que c'est assez pour conclure que, bon, on y va? C'est le choix du peuple, mais en même temps... Tu élis des gouvernements. Regarde ce qui s'est passé à Terrebonne avec l'exemple où elle a gagné par une voix, tu comprends? Donc, si on l'utilise pour un cas, pourquoi ne pas l'utiliser dans l'autre? Donc, c'est pour ça que, puis peut-être c'est une faute dans la loi où on aurait dû peut-être mettre des balises ou d'expliquer qu'est-ce que, tu sais, entre 55 ou plus que 55% ou près de 60%, whatever, tu sais. Mais là, ça pose effectivement une problématique. Le Québec a déjà sa propre loi. Et le Québec, pour le Québec, c'est 50% plus 1. Ouais. Bon, maintenant, regarde, je vais me faire l'avocat du diable. J'essaye juste d'aller dans la... Comment dire? On fait la réflexion, là, tu sais. Si tu fais la réflexion, il y a une raison pour laquelle
t'as du monde qui parlait de clarté par rapport au curseur, où est-ce que tu le places. Parce que tu sais, il y a des gens qui te disent la démocratie, c'est 50% plus 1. Non, il y a des fois où la démocratie, c'est les 2/3. La preuve, c'est qu'à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes, dans certaines assemblées, quelles qu'elles soient, ça prend pour des choses qui sont fondamentales. Ouais, une ultra-majorité. Une majorité aux 2/3. Et puis sortir de la fédération, séparer le Québec du Canada ou séparer l'Alberta du Canada ou n'importe quelle autre province du Canada, c'est quand même assez fondamental. Puis non seulement c'est fondamental, mais en plus tu peux pas revenir en arrière. Tu sais? Donc ensuite on a une société. On a une société, puis on n'est pas 100 personnes dans une salle. Puis on sait que 50%, c'est 50 personnes. Et que tu vas juste rajouter une personne, puis tu as une majorité. Tu as une société où, ça, c'est démocratique, ça on va dans des... Tu vas voter, il y a des urnes, il y a des gens qui remplissent mal leur bulletin. Leur bulletin. Il y a des gens rejetés. Il y a des gens qui sont rejetés. Il y a des gens qui, pour une raison quelconque, je sais pas moi, sont pas allés voter. Ont pas compris, d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle de clarté aussi de la question, parce que ont pas compris que pour eux c'est comme tu sais, je veux dire, on va sortir du Canada mais on va rester une forme d'alliance là, tu sais, l'espèce de souveraineté association, etc. Tu sais, c'était un peu compliqué, tu sais, la question même en 95 était longue aussi, là, tu sais, c'était pas... Mais justement, c'est ça qui a forcé la loi sur la clarté. Non mais exact. Bon, bref, en tout cas. Il y a des choses à reprocher à cette loi, mais moi ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est pas de défendre la loi. Ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est est-ce que la réflexion est légitime, oui ou non? Regarde, la preuve. Moi, d'une manière générale, je suis, tu le sais, je suis un fédéraliste, je suis donc contre la souveraineté du Québec, je suis pour améliorer la fédération et le fonctionnement de la fédération. Maintenant, si tu me poses la question, est-ce que la souveraineté est légitime? Oui, elle est légitime. C'est pas parce que je suis pas d'accord que c'est pas légitime. Ouais. Alors, même principe, là, j'essaie d'expliquer que la réflexion derrière avoir une forme de majorité claire, c'est pas parce que tu as envie de voler le référendum. C'est pas parce que tu as envie d'être sûr que ça va de faire trébucher le camp adverse. C'est juste parce que la population, aujourd'hui, au Québec, depuis 157 ans, 158 ans, le peuple francophone qui est aujourd'hui le Québec, les Québécois, a toujours connu d'être dans la fédération. Donc, il n'y a pas personne qui vit actuellement qui connaît autre chose que le Québec dans le Canada. Donc, quand tu veux en sortir, il faut mesurer ce que c'est. C'est peut-être ça que tu veux. Puis si c'est ça que tu veux, go for it. Vote oui pour sortir de la fédération. Je n'ai pas de problème avec ça. On est en démocratie. Tu le fais. Y a pas de... Mais tu sais, tu peux pas être comme... Ah, mais attendez, on est passé sur un fil de rasoir. Genre, sur un fil de passé... Ça, moi, à mon sens, il y a un argument, une réflexion qui l'explique. Maintenant, quand tu vois le contexte global, tu sais, comme Québécois, quand j'entends que ça prend plus que 50% plus 1, je me dis, tu sais, ça me perturbe un petit peu. Ça me perturbe, mais c'est pas parce que ça me perturbe et que j'ai un peu de misère avec le concept qu'on veuille que ce soit autre chose que 50% plus 1. Ça ne veut pas dire que je disqualifie complètement la réflexion du gouvernement fédéral de se dire ah non, mais c'est parce que s'il devait y avoir une... En fait, je dis du gouvernement fédéral, ça ne devrait même pas être le gouvernement fédéral. Ça devrait être ça devrait être une discussion ici au Québec. Ouais. Et en réalité, il faudrait pouvoir en tirer cette conséquence. C'est-à-dire que si au Québec, on n'est pas juste là pour gagner et perdre,
On n'est pas juste là pour gagner des élections et perdre des élections. On n'est pas juste là pour gagner des référendums et perdre des référendums, mais que on veut s'assurer de l'expression parfaite de la volonté du peuple, etc. Ben, tu peux pas passer à côté du fait que est-ce que ça se pourrait, en théorie, si c'est 50% plus une personne de environ, admettons, 80% des électeurs en plus, parce qu'on oublie ça, il y a aussi le taux de participation. Ouais. C'est pas toujours 100% non plus des gens qui ont le droit de vote qui vont voter. Ouais. Tu sais? Est-ce que si ça passe à 50% plus 1 d'un taux de participation faible avec, je sais pas moi, 10 000 bulletins rejetés, puis dans les bulletins rejetés, il y en a peut-être qui étaient pour le oui aussi, hein, je veux dire, j'en conviens bien. Est-ce qu'on a le droit d'être en doute, de se dire, ça se peut-tu que la vraie volonté du peuple, elle n'a pas été exprimée. N'a pas été exprimée. Ouais. Parce que, mais pourquoi? C'est pas parce que le processus n'est pas bon. C'est pas parce que quelqu'un est en train de le voler ou de je sais pas trop quoi, là, comme chaque camp peut accuser l'autre de le faire. C'est pas ça. C'est juste que le système ne peut pas être parfait. Puis la seule manière, c'est de te donner un buffer. Alors, il y a des gens qui ont cette réflexion-là. Cette réflexion-là, elle est légitime. Donc, quand tu rentres dans cette réflexion-là, tu peux trouver une forme de légitimité. Mais par contre, honnêtement, j'ai encore un peu de misère à voir autre chose que 50% plus 1. Moi, mais peut-être que ma réflexion va se faire, mais pour le moment, je te dirais, dans ma tête, un référendum, c'est 50% plus 1, mais à une condition, que la question soit claire. La question, là, arrête-moi les questions d'un kilomètre, là. Tu sais, moi, c'est une question très claire. C'est genre, voulez-vous que l'Alberta ou le Québec, dans le cas du Québec, voulez-vous que l'Alberta ou le Québec se séparent définitivement, parce que ça aussi, c'est important de le dire, parce que les gens ne le savent pas, sortent définitivement de la Fédération canadienne et forment un pays différent du Canada. Tu sais, genre, parce qu'il y a des gens qui pensent encore ils vont rester canadiens ou je sais pas moi, que le lien avec le Canada va se poursuivre, etc. Or, c'est pas vrai. Il y a des gens qui pourraient être amenés à voter de cette façon. Donc, enfin bref, moi, je veux pas non plus rédiger la question pour les constitutionnalistes, etc. Là, il y a des gens qui vont savoir comment l'écrire. Mais pour moi, il faut que la question soit très claire. Ouais. Puis, à la question très claire, 50% plus 1, en théorie, démocratiquement, ça devrait aller. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis juste pour rappeler aux gens, on parle ici, on l'a mentionné le dernier épisode, vous pouvez aller l'écouter, c'est l'Alberta qui se rend en référendum le 19 octobre prochain. Et dans le fond, c'est un référendum pour savoir si ils veulent faire un référendum. C'est une question un peu étrange, mais dans le fond, c'est ça. Et on a aussi mentionné que cela pourrait affecter le contexte politique ici au Québec, puisque durant le même mois, on va avoir des élections provinciales. Et pour revenir un peu au Québec, Salim, sur cette question justement de la souveraineté du Québec et de la position oui ou non, on va parler de la CAQ, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine-là qu'on discute depuis très longtemps sur le balado, et je parle spécifiquement de cette cohésion qui existait au niveau de la CAQ, parce que je rappelle aux gens, la CAQ, c'est une coalition entre députés souverainistes, députés plutôt fédéralistes. Ils se sont créés un parti pour une troisième voie, comme on a l'habitude de mentionner. Et littéralement, pendant toute l'époque, si on peut dire, tout le temps où M. Legault était le chef de ce parti-là, il n'y avait littéralement aucune question sur la souveraineté, sur le positionnement des députés. Je ne sais pas si c'était une ligne dure, on ne mentionne pas où on tombe, la ligne est claire, nette et précise, on est là pour les intérêts du Québec, and that's it, that's all. Et on mentionnait ça plein de fois.
si jamais M. Legault décide de quitter la CAQ, parce que c'est ça la vie, c'est que ça la politique, tu ne restes jamais là pendant toujours, on est en démocratie, qu'est-ce qui arrive dans son caucus? Est-ce que cette cohésion va se maintenir? Est-ce qu'avec la montée du PQ, puis on a demandé la question à plusieurs députés qui étaient ici de la CAQ, spécifiquement sur cet élément-là, avec la montée du Parti québécois, avec tout le discours sur un possible référendum dans un premier mandat, comment est-ce que la CAQ peut, ou les députés de la CAQ peuvent rester à ne pas réagir? On le mentionnait, puis on nous donnait toujours la même question. Mais finalement, cette semaine-là, et grâce à Marc Tanguay, puis on doit lui accorder cet effort-là, il poussait. Puis finalement, c'est Jean Boulet qui a dit, moi, je voterai non. On a ouvert la porte dans le caucus de la CAQ. Puis suite après M. Boulet, il y a eu Mathieu Lacombe qui a dit, moi, je voterai oui. Et là, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce caucus-là? Est-ce qu'on va avoir d'autres sorties? Est-ce que les gens vont commencer un peu à se placer dans des camps, oui et non? Est-ce qu'on s'enligne vers cette dualité fédéraliste-séparatiste pour la prochaine campagne? Et si oui, quelle sera la position de la CAQ? Moi, je trouve honnêtement... Puis on n'est pas des génies non plus. Là, on parlait parce que c'est un sujet qui, selon moi, et peut-être toi aussi, c'était évident. C'est évident. Qu'est-ce qui va se passer? Là? On est dans un contexte très spécifique. Où vont se camper ces députés-là et comment peuvent-ils rester silencieux devant un défi qui est là, devant nous? On a le PQ, il est premier dans les sondages, il risque de gagner le gouvernement et sa position, si on s'en va vers un référendum. Donc, veux pas, il va falloir que tu te prononces. Qu'est-ce que tu vas faire, monsieur un tel ou une telle de la CAQ, en opposition, par exemple, si tu gagnes, puis il y a un PQ qui arrive avec un référendum? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester silencieux parce que c'est pas la politique de ton parti, c'est pas la ligne. Nous, on est ici pour les intérêts du Québec. Tu sais, il faut prendre position devant un enjeu comme ça. Donc là, moi, je serais intéressé de voir comment... tu sais, ils sont quand même chanceux, ça ligne, que c'est un peu la fin de la session parlementaire. Parce que si ça serait sorti, par exemple, en début de l'année ou quand M. Legault a annoncé qu'il allait quitter ou whatever, là, tu sais, mais je suis quand même curieux de voir comment cette histoire-là va se développer. Et on le sait, là, tu sais, grosso modo, on sait dans le caucus de la CAQ qui tombe dans quel, de quel côté. On le sait. Sauf, c'est le fait qu'il demeure silencieux qui, pour moi, était problématique. Puis là, au moins 2 semblent avoir sorti publiquement avec leur position. Donc, je ne sais pas si ça va affecter ou influencer les autres députés de la CAQ de se prononcer, ou peut-être même qu'avec Mme Fréchette, elle a une position beaucoup plus flexible sur cette question-là. Regarde, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, prononcez-vous. Nous, on est là pour autre chose, mais ça ne vous enlève pas le droit d'être souverainiste ou fédéraliste. On le sait déjà, anyway, qu'on est une coalition entre les deux. Donc, peut-être qu'elle a une position plus relaxe que M. Legault. Je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Mais ça va être néanmoins quand même intéressant de voir comment cette situation-là va se développer. T'as dit qu'ils sont chanceux parce que ça arrivait à un moment... je sais pas. Pour moi... Excuse-moi. Pour moi, à ce niveau-là, il n'y a même plus de chance. C'est enregistré. Ouais. Et ça va ressortir en campagne électorale. Et surtout, je ne veux pas te rompre, j'ai pris beaucoup de temps, puis je ne veux pas te ton temps, mais Mathieu Lacombe, dans l'Outaouais, en plus, il est élu dans l'Outaouais. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, durant les élections? Puis c'est André Fortin qui a tout de suite profité de ça, hein? Ben oui, évidemment, ouais. évidemment. Écoute, tu sais, au tout début de la CAQ, quand François Legault, il voulait briser le clivage fédéraliste-souverainiste pour essayer d'avoir une sorte de troisième voie. Il disait je suis ni fédéraliste ni souverainiste. Les gens lui disaient mais non, mais tu peux pas être sur la clôture, c'est impossible. Puis on lui demandait regarde, demain s'il y avait des élections, pour qui tu vas voter? Puis regarde, lui, à la base, on le sait que c'est un souverainiste. Oui.
Mais il a quand même répondu, écoute, là, au moment où on se parle, je vais voter non parce qu'il faut qu'on règle nos problèmes au Québec. T'sais? Donc, à l'époque, c'était comme ça qu'il avait un petit peu balayé sous le tapis la question. Sauf que depuis l'époque, la souveraineté était vraiment pas très populaire. Ouais. Là, au plus haut, là, la souveraineté allait chercher 35-36%. Là, et on pouvait constater que les Québécois ne voulaient pas vraiment de la souveraineté. Donc, la réponse de M. Legault, elle était très simple. C'était de dire, moi, je suis dans le camp des Québécois. Et les Québécois, ils n'en veulent pas de référendum. Fait qu'il n'y en aura pas de référendum. Donc, finalement, les gens de la CAQ ne se rendaient même pas à dire, je suis pour la souveraineté ou je suis pour le fédéralisme. Ils se disaient juste, ils sont contre le référendum. Donc, ils n'étaient pas contre la souveraineté, ils étaient contre le référendum. Ouais. Ils n'étaient pas pour le fédéralisme, ils étaient juste contre un référendum. Donc, ça laissait entendre qu'ils pouvaient être fédéralistes pour les souverainistes et ça pouvait laisser entendre qu'ils... fédéralistes pour les fédéralistes et souverainistes pour les souverainistes. Exact. C'est à peu près ça que ça... Ouais. Donc, ça... Alors, moi, je me souviens à l'époque, je me disais, c'est une position intenable. Legault va finir par se manger une volée à cause de ça. Mais la réalité, c'est que, étant donné que la souveraineté était impopulaire, que le PQ, qui avait toujours promis un référendum pour faire la souveraineté, et c'est son article 1er et sa raison d'être, était loin du pouvoir, les gens au Québec ne se posaient pas trop la question. Donc, la question ne se posait pas trop à la CAQ. M. Legault, donc, a réussi son pari. Comme ça. Sauf que là, moi, je me suis dit, OK, mais avec Legault qui s'en va, ça va aller dans tous les sens. Moi, j'étais convaincu qu'avec la course à la chefferie, on allait avoir, d'une part, une Geneviève Guilbeault qui est fédéraliste, d'autre part, un Simon Jolin Barrette que beaucoup soupçonnent d'être un souverainiste. Puis, il aurait peut-être fallu, à un moment donné, dans le cadre de la course, ils allaient se picosser les uns les autres, là, pour pouvoir avoir des votes et des faveurs de X et de Y et de Z, et qu'ils allaient jouer parfois la carte de fédéralisme, souveraineté. Puis je dis ces deux-là, ça aurait pu être deux autres, là, mais je dis cela parce que tout le monde les avait imaginés à la chefferie à un moment ou à un autre. Bref, donc tout ça pour dire, moi je pensais que la CAQ imploserait pendant la course à la chefferie. Je te dis pas que je le souhaitais, mais parce que moi je suis quand même un démocrate et s'il y a des partis politiques qui arrivent avec des idées, on va les prendre. Mais je me disais, la CAQ risquerait de ne pas se relever du départ de François Legault. Finalement, il y a eu deux souverainistes qui se sont présentés. Ou deux anciens souverainistes, disons. Madame Fréchette, qui était au PQ, et M. Drainville, qui était au PQ aussi. Avec des profils différents, mais quand même. Et donc, étant donné qu'ils étaient tous les deux des souverainistes qui ne voulaient pas de référendum, la ligne se tenait. Donc la ligne et la position que M. Legault a réussi à imposer dans la tête des gens, elle s'est poursuivie. Et là, je me suis dit, regarde, là, si c'est pas arrivé pendant la course à la chefferie, c'est qu'ils vont être bons jusqu'aux élections sans problème. Et j'aurais jamais pensé que ça allait arriver là maintenant. Effectivement, Marc Tanguay, je pensais pendant les crédits, est arrivé à faire dire à Jean Boulet que c'était un fédéraliste qui voterait non s'il devait y avoir un référendum demain matin. Et honnêtement, j'avais aucun doute parce que pour moi, clairement, Jean Boulet a toujours été un fédéraliste. Là, je veux dire, ça... sa sœur l'était. Sa sœur l'était parce qu'elle était avec un parti qui était officiellement fédéraliste. Là, mais tu sais, je veux dire... Mais lui, en plus de ça, je pense qu'il a déjà été impliqué avec les libéraux fédéraux. Ah, je savais pas. Oui. Donc, bon, voilà, c'est un fédéraliste. Et je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui pensait qu'il n'était pas fédéraliste. Là, M. Lacombe, parce qu'on lui dit qu'un collègue s'est positionné, lui, il essaye de
d'équilibrer les choses. Et ça, par contre, c'était plus dangereux. C'est plus dangereux parce que qu'un fédéraliste à la CAQ dise qu'il voterait non demain à un référendum, sachant que 70% des Québécois voteraient non au référendum, c'était une erreur stratégique pour la CAQ, peut-être, mais c'était pas si mortel que ça, et encore moins d'un cas aussi intelligent, brillant que Jean Boulet et que tout le monde savait fédéraliste. Là. Personne qui est tombé sa chaise. Ça s'aligne aussi avec la position de la CAQ depuis si longtemps. Non, nous, on n'est pas intéressés à Non. La ligne de la CAQ, c'est on veut pas de référendum. Il n'y a ni oui ni non. Là, ouais. Mais là, il est allé sur un non, mais c'est un non que tout le monde savait. Il y avait, honnêtement, là, son non n'avait pas d'impact. L'impact que ça a eu, c'est que ça a fait en sorte qu'un de ses collègues a dit « Moi, je voterai oui. Je voudrais pas de référendum. Mais s'il devait y en avoir un demain, je voterai oui. » Ça, par contre, c'était plus profondément une erreur. Ouais. Alors, il a été honnête, au moins. On peut au moins lui reconnaître à Mathieu Lacombe. C'est un chic type. Il a dit ce qu'il pensait. Souvent, on reproche aux politiciens de ne pas dire ce qu'ils pensent. Alors, le fait qu'ils disent ce qu'ils pensent, c'est quand même bien. Mais stratégiquement, ça a plus d'impact de dire oui. Pourquoi? Parce que tu as 70% des Québécois qui disent qu'ils vont voter non. Puis toi, tu dis oui. Puis au moment où la CAQ dit « Moi, je veux pas de référendum », puis je veux pas répondre oui, puis je veux pas répondre non. Il y en a un qui dit oui, puis l'autre qui dit non. Écoute, là, franchement, c'était pas... Mais c'est ça, parce que c'est surtout le discours et le débat que tu veux éviter alors que ta position, c'est de se concentrer sur d'autres enjeux. Tu comprends? Exactement. Et tu veux pas avoir un caucus qui soit concentré à tout un autre débat que celui que tu es en train de vendre à la population, surtout juste avant les élections. Tu comprends? C'est ça. En tout cas, je trouve ça quand même très intéressant. Je sais pas, je veux pas dire I told you so, mais c'est juste que, tu sais, quand tu penses à quelque chose, puis finalement tu le vois se développer devant toi, puis tu es like, c'est ce à quoi on pensait risque d'arriver, puis comment est-ce qu'ils vont gérer ce... Ben, c'est pas un problème, mais c'est quand même un enjeu dans ton caucus que, clairement, t'as toujours voulu éviter. Non, exactement. Donc, puis tu sais, ça, là, ça peut coûter très cher à la CAQ. Là, je sais pas comment ils vont essayer de recoudre ça ou de recoller les pots cassés avec ça. Je veux dire pourquoi. Parce que si aux prochaines élections, après un certain temps, où tu as 3 concurrents plus ou moins avec des chances égales ou des forces égales, arrive à un débat des chefs. Puis pendant ce débat des chefs-là, ce qui ressort, c'est on va aller avec celui qui va nous garantir d'être de pas organiser de référendum. L'avantage Charles Milliard et les libéraux peut se faire. Absolument. Surtout alors qu'il semble, puis je veux pas être, on peut pas savoir ces choses-là, on spécule, mais la question de l'urne, ces élections peut très possiblement être la question référendaire au Québec, surtout quand on voit ce qui se développe en Alberta. C'est pour ça qu'on a dit la semaine passée... Et ils vont être en campagne référendaire. C'est ça, les Albertains au même moment. Puis on l'a mentionné, on a dit comment est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon va pouvoir faire campagne au Québec et d'éviter d'être trop préoccupé par ce qui se passe en Alberta. C'est sûr que les journalistes vont le questionner à tous les jours par rapport à ça, alors que lui va vouloir faire la promotion de sa plateforme électorale. Oui, dans laquelle la question référendaire va être là, mais c'est pas juste ça. On l'a eu au balado, M. Plamondon. Il y a plein d'autres idées qu'il veut promouvoir, qui vont se retrouver sur sa plateforme.
Mais il est très fort probable que la question de l'urne va être justement la question sur le référendum. Et pratiquement tous les candidats de la CAQ vont se faire poser la question. Oui. Puis tu vois, moi en tout cas, encore une fois, on spécule parce que j'ai pas de boule de cristal. Mais moi, je pense que ce qui préoccupe le plus aujourd'hui les gens, ça reste quand même une sorte de stabilité économique. Alors attends, on va s'entendre là. Les gens sont en furie par rapport au système de santé. Les gens sont en furie par rapport au logement. Bien sûr au logement, à l'éducation. Au coût de la vie. Mais je m'en viens. Ils sont en furie sur tout ça. Mais il reste que l'économie, c'est comme dans la tête des gens, c'est que si l'économie reste stable, ça peut pas être pire qu'aujourd'hui. Par contre, ça pourrait être pire qu'aujourd'hui si l'économie commençait à s'effondrer ou à tomber. Alors encore une fois, les gens sont pas contents de comment le gouvernement gère l'éducation, la santé et le reste. Mais au moins, ils se disent, regarde, c'est une période instable, ça prend une économie stable pour minimalement garder nos acquis les plus basiques, qui ne soient pas trop maganés, en tout cas, qui ne soient pas plus maganés qu'ils ne le sont déjà. T'sais. Mais, pour une économie stable, ça prend un contexte politique stable. Puis la souveraineté, puis ça, c'est pas parce que je suis fédéraliste que je le dis, parce qu'il y a des souverainistes qui le disent. D'ailleurs, un des illustres souverainistes, ça reste Lucien Bouchard. Puis Lucien Bouchard, lui-même, il le dit, c'est une erreur que d'organiser un référendum en ce moment. Ouais. Donc lui, non seulement pour des questions, je suppose, économiques, mais pas juste économiques, parce que lui, en plus, il le voit même comme une erreur politique, parce qu'il se dit que s'il devait y avoir un référendum et que ce soit un troisième référendum perdant, non seulement ce sera fini les référendums sur la question, c'est ça. Mais en plus, le Québec pourrait reculer dans son rapport de force avec le reste du Canada et le fédéral. T'sais? Parce que lui-même, sa thèse, c'est qu'il a dit le Québec, son rapport de force politique a toujours reculé après chaque référendum. En 80, il a reculé, il y a eu le rapatriement de la Constitution. En 95, il y a eu la loi sur la clarté puis d'autres choses, etc. Donc, il veut pas. Et pourtant, c'est un souverainiste. Donc, je veux dire, on va pas douter du souverainisme d'un personnage politique important que je respecte énormément, qui est Lucien Bouchard. Mais, donc, tout ça pour dire, référendum et souveraineté veut dire instabilité politique. Il n'y a pas d'économie stable dans un contexte politique instable. Ça n'existe pas. Donc, moi, je pense que si les gens font ce calcul-là, ben, Georges, ton point, t'es right on target, comme on dit, là. C'est que la question de l'urne, c'est-à-dire au moment des débats des chefs, ça va être une question d'économie et de stabilité économique. Puis la question de l'urne rendue le jour J, ça pourrait être que ça pourrait potentiellement être ça, ou une forme de mélange des deux. Genre stabilité, ça ne sera pas nécessairement référendum, ça ne sera pas nécessairement spécialement économie, ça pourrait être juste stabilité, le temps qu'on règle nos affaires avec les Américains, qu'on trouve notre place dans cette nouvelle échiquier mondial, économique mondial, etc. Et là, celui qui pourrait incarner le mieux, alors s'il y a du monde qui vont m'écouter, ils vont penser que je suis en train de faire la promotion des libéraux et de Charles Milliard. Je vous le dis d'avance, c'est pas ce que j'essaye de faire, mais je vous dis c'est quoi ma réflexion. C'est que si on tombe dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'une question de l'urne qui soit sur la stabilité, ça se pourrait bien que Charles Milliard puisse avoir les faveurs de l'électorat. Considérant évidemment qu'il
qu'ils puissent développer ce sens de conviction aussi, là, parce que c'est pas juste, les deux autres, c'est l'instabilité, donc on va aller avec la troisième option. Je suis pas sûr si ça pourrait marcher. Mais les deux autres, tu parles de qui? Les deux autres candidats, tu comprends? Si les deux autres partis tombent dans ce piège-là... PSPP, c'est parce qu'il le dit. Ouais. Excuse-moi, je l'ai peut-être pas précisé, mais je faisais le lien avec la discussion qu'on a faite juste avant. Ouais. Mais Madame Fréchette, lorsqu'elle va vouloir incarner celle qui n'organisera pas de référendum ou un truc comme ça, si on lui ramène qu'il y a certains de ses ministres qui disent qu'ils voteraient oui s'il y en avait un demain, même si elle dit « Oui, mais il n'y en aura pas de oui parce qu'il n'y en aura pas de référendum », mais tu sais, c'est dans le détail là, que ça va se passer. Mais c'est sûr. Donc, devant cette situation-là, quand toi, tu regardes à l'alternative, est-ce que tu veux juste voter pour cette alternative-là parce que tu veux pas l'option des deux autres ou au moins parce que tu vois une certaine confiance de l'autre bord pour te dire, regarde, c'est Charles Milliard, c'est les libéraux parce que, 1, 2, 3, 4, 5, tu sais, c'est clair, puis il y a une conviction derrière leur politique. Et je trouve toujours, puis on l'a mentionné la semaine passée, c'est le bout, je pense, que les libéraux doivent vraiment travailler dessus. C'est de démontrer aux gens que, oui, je suis nouveau, mais je sais ce que je fais. Je sais ce que je dis et je suis confiant sur ce que je vous propose. Donc, l'offre politique et électorale doit être au rendez-vous et c'est quelque chose, selon moi, que je ne vois pas. T'sais? Ben ça, tu vois, c'est intéressant que tu dis ça. Parce que si toi qui es un citoyen bien informé, qui a déjà été impliqué en politique, avec eux, par-dessus le marché, tu le vois pas, ça peut vouloir dire peut-être que la population ne le voit pas non plus. Ouais, exact. Mais moi, je reste convaincu d'une chose. C'est que de toutes les manières, ce qu'un parti politique propose, la population, elle ne suit pas ça au jour le jour, à la minute près, elle n'est pas nécessairement au courant de tout. Mais il y a les grandes orientations. Et ces grandes orientations-là, doivent être claires. Je sais que Charles Milliard avait parlé de ces 5 chantiers, ou je sais pas trop quoi. Là. Mais est-ce qu'on concentre sur la santé et sur le logement? Moi déjà, moi, je lui conseillerais d'en avoir 3, parce que 5, ça commence déjà à faire beaucoup. C'est plate à dire, parce que normalement, il y a beaucoup de priorités. Il y a beaucoup de choses à faire au Québec, là, beaucoup de choses à améliorer, beaucoup d'occasions aussi à saisir. Mais moi, je réduirais ça de 5 à 3 pour que ce soit facile dans la tête des gens. Ouais. Et ensuite, être concret par rapport à ça. Et lorsque tu as des pots de bananes qui te sont jetés par tes adversaires, il faut que tu sois en mesure d'assumer tes positions sans donner l'impression que tu es sur la défensive. Puis moi, je te le dis, je l'ai dit l'autre jour, là, ici, là, à ce micro-là, pour moi, il y a des questions qu'on aurait dû régler au PLQ il y a 2, 3, 4 ans, là, quasiment, là, au lendemain des élections perdues par Dominique Anglade. Ouais, mais ça traîne encore. Ben oui, mais tu sais, pour moi, normalement, une position sur la clause dérogatoire, c'est pas normal qu'à 4 mois, 5 mois des élections, là, on n'en parle, qu'on ne sache pas c'est quoi la position. Ouais, mais qu'on patine dessus, là, tu sais. Puis, bon, là, finalement, ils sont arrivés à une position. Mais voilà, c'est une position nuancée, donc plus difficile à expliquer. Mais moi, dans ma tête, c'est comme, assume-toi. Ouais. Les gens voteront pour toi, même s'ils ne sont pas d'accord. Les gens, et pas parce qu'ils sont stupides. Au contraire, les gens, au contraire, pour moi, il y a une forme d'intelligence démocratique chez les gens où tu peux voter pour quelqu'un même avec qui tu n'es pas d'accord, à part si c'est absolument fondamental pour la personne, puis ne le fera pas. Mais parce que la population, lorsqu'elle élit ses dirigeants, elle part du principe que s'ils se présentent, c'est parce qu'ils ont les compétences pour faire la bonne job. Et ils veulent que les personnes soient sûres d'elles, fassent ce qu'elles disent qu'elles vont faire. Ils veulent que ce soit clair. Mais quand tu es sur la défensive, puis tu avances, puis tu recules, puis tu sais pas trop, puis c'est pas clair, etc.,
l'électeur moyen, il a l'impression que tu sais pas ce que tu fais, ou tu es en train de lui passer une petite vite, là, tu as envie de lui faire croire quelque chose alors que tu penses autre chose. Parlant de ce climat un peu, un curveball cette semaine, on va revenir aussi un peu sur ce qu'on dit depuis des semaines maintenant, Salim, concernant Mme Fréchette et sur un peu son envolée. Et elle a amené le parti. On a vu une CAQ qui est un peu sur la remontée. Et on parlait à chaque semaine, pratiquement, qu'elle fait les bons coups, elle prend les bonnes décisions, c'est des coups de circuit à chaque fois, elle démontre quelque chose de différent pour la CAQ, c'est bon, c'est bien, le parti est toujours en vie. Là, je pense que cette semaine n'a pas été une semaine très facile pour elle, puis si les oppositions continuent à marteler sur ces petites faiblesses, ça peut aller un peu mal pour Mme Fréchette et pour la CAQ. Et je parle spécifiquement encore de cette période des crédits. Et je conviens, là, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, peut-être qu'ils ne passent pas leur temps à regarder les crédits à l'Assemblée nationale du Québec. Mais les crédits, pour ceux qui veulent être informés, il y a un budget qui passe à l'Assemblée nationale du Québec. Et par la suite, il y a tous les ministres qui se présentent dans ce qu'on appelle les crédits et se font questionner sur leur plan budgétaire par les groupes d'opposition. Et parmi ces personnes-là... Et sur les dépenses. Et sur les dépenses, exactement. Et évidemment, la première ministre, elle fait l'exercice aussi. Et avec son ministère qu'on appelle le ministère du Conseil exécutif. Du Conseil exécutif. Et honnêtement, il faut franchement saluer le travail d'André Fortin. Parce que les clips qui ont sorti cette semaine... mais pourquoi tu le sais? Parce que quand tu dis... Non, mais André Fortin a fait du bon travail, je te dis pas le contraire. Ouais. Mais quand tu dis il faut saluer, c'est parce que... comment dire... je veux dire, c'est aussi Mme Fréchette qui s'est mise un peu... ben oui, mais... Dans l'embarras. C'est parce qu'il n'y a personne qui suit les crédits. C'est plate à mort, les crédits. Mais de pouvoir profiter de ces petites situations-là pour faire la clip. Tu sais, André Fortin, premièrement, moi, je trouve qu'André Fortin, en termes de ses communications, il est parmi les plus forts dans le Parlement. Il est très habile. Et il a questionné Mme Fréchette, puis elle avait l'air vraiment perdue. Puis c'est malheureux pour elle, mais c'est pas juste elle, parce qu'on s'entend que, tu sais, un ministre qui prend en charge ses fonctions là, de n'importe quel ministère, on peut pas s'attendre qu'il sache tout, là, de A à Z de ce qui se passe dans son ministère. Et c'est pour ça qu'il doit s'appuyer sur les conseils et de la direction un peu de ses hauts fonctionnaires. Donc ça, c'est les gens vraiment qui gèrent le ministère et c'est souvent eux qui se trouvent autour des ministres alors qu'ils répondent peut-être à des questions très difficiles auxquelles peut-être le ministère n'a pas toutes les réponses. Puis en passant, c'est normal qu'il n'ait pas toutes les réponses. Mais quand tu te trouves, puis là, je vais décrire un peu la situation où André Fortin lui pose des questions sur la dette, on va donner crédit à... On va laisser le bénéfice du doute à Mme Fréchette. OK, bon, elle ne connaît pas la dette exacte, whatever. Il y a d'autres enjeux. C'est qui connaît la dette exacte, là, tu sais? Non, mais c'est pas, justement... mais quand... C'était ça le problème. Le problème, c'est que on lui demandait pas la dette au dollar près. Mais tu sais, elle aurait pu avoir un ordre de grandeur. Elle n'avait même pas d'ordre de grandeur. Mais OK, mais look, moi je te dis que, regarde, je lui donne un bénéfice du doute. Un bénéfice du doute. Je dis, OK, regarde, let's let it slide. Tu la sais pas. Mais les gens qui sont autour de toi, ils sont là pourquoi? Il y a personne. Mais écoute, je voyais le clip, Salim, puis moi, j'étais inconfortable. Ouais. Oh my God, non, c'est pas bon, ça. Tu sais, t'as la première ministre. T'as le numéro 1 de la province qui te regarde, qui te pose une question, puis là, t'es un fonctionnaire. C'est ta job de le savoir. T'es là pour ça. Puis t'as pas la réponse à lui fournir. Écoute, c'est quand même embarrassant. C'est quand même embarrassant, tu sais. T'es là pour ça. What are you doing? Puis là, je sais pas si on jouait avec le clip ou avec le temps que ça a pris pour avoir une réponse ou je sais pas si ça a été s'il y a eu du montage, mais
c'était vraiment inconfortable. Puis honnêtement, cette semaine, la première ministre a paru très mal dans ses crédits. Effectivement. À la fois, bien sûr, c'est sûr que les crédits, la période des crédits, là, c'est le show des oppositions. Donc, c'est très, très, très rare pour le gouvernement de bien paraître dans les crédits. C'est très, très rare, très rare. Même quand il n'y a rien à se reprocher, même quand il n'y a rien, pour un gouvernement en place, tu ne fais jamais de gains dans les crédits. Ouais. D'ailleurs, l'objectif, normalement, je ne sais pas comment ça se passe à la CAQ, mais en tout cas, moi, à l'époque où j'étais au Parlement et au gouvernement, l'approche, elle était très simple. C'est cherchons pas à faire des gains, cherchons juste à avoir des réponses de manière à ce que on soit pas dans le trouble et qu'on ne paraisse pas mal. Donc, si tu arrivais à ces deux trucs-là, tu avais réussi tes crédits. Tu n'avais pas besoin de scorer. Tu avais juste besoin de... Et puis, voilà. Bon. Donc, c'est le show des oppositions. Et j'ai presque envie de te dire, c'est l'inverse qui se passe. Les oppositions, si elles ne scorent pas, tu peux quasiment leur en vouloir parce qu'ils ont, écoute, là, tu sais, quand il y a un dossier où il y a 4 heures de crédit, pour moi, c'est 4 heures de période de questions. Là. Ben oui, c'est une période de questions qui dure 4 heures. Comment tu fais pour ne pas scorer des points? T'as le ministre, la première ministre pendant devant 4 toi. Heures, t'as raison. Même la période de questions, c'est pas le même ministre à chaque fois qui se lève. Là, t'as le même ministre pendant 4 heures devant toi. Alors, c'est là où je te rejoins un petit peu, dans le sens que c'est là que c'est juste que ça m'a fait rire la manière dont tu l'as ramené tantôt, mais c'est là que mais tout ça pour dire que Fortin a bien ramené la chose, a posé tu sais, c'est un classique de demander à un premier ministre ou même à un ministre des Finances d'ailleurs quelle est la dette. Écoute, je me souviens que c'était une question, je crois que Patrick Lagacé avait posé à Dominique Leblanc lorsque Justin Trudeau a dû le nommer en catastrophe ministre des Finances après la démission de Chrystia Freeland. Oui. On lui avait demandé c'était quoi, il n'y avait aucune idée. D'ailleurs, je pense que c'est le premier ministre des Finances de toute l'histoire du Canada qui a jamais déposé un budget, mais il n'a pas eu le temps. Là, il est arrivé dans une situation calamiteuse, il est reparti par la suite lorsque Carney est arrivé puis qu'il a renommé il a nommé Champagne. Exact. Bref, tout ça pour dire la première ministre, c'est plate à dire, mais il y a des choses que les premiers ministres devraient toujours savoir. On va s'entendre, Georges. Le fait que Mme Fréchette n'avait pas le chiffre, ça fait pas d'elle une mauvaise première ministre. Non. Ça fait pas d'elle... Alors, ça la fait mal paraître. C'était l'objectif des oppositions, mais je veux dire... Mais ça fait pas d'elle une mauvaise première ministre. Ça fait pas d'elle... Tu sais, c'est pas vrai que tous les matins, tu te lèves avec le chiffre de la dette en te disant, OK, aujourd'hui, je vais la faire passer de temps à temps. Tu sais, c'est très global. C'est des politiques entières. Mais, par contre, un politicien de très haut niveau, pour pas perdre de vue le terrain, ce qui se passe, tu devrais savoir, combien elle est de la dette. Tu devrais savoir la pinte de lait, combien qu'elle coûte. Tu devrais savoir le litre d'essence, combien il coûte. Tu devrais savoir le ticket de métro ou d'autobus, combien il coûte. On rappelle aux gens que l'élection de 2018 de Philippe Couillard, on va pas dire que c'est ça qui l'a fait perdre, mais... c'était le dernier... Mais tu sais, la question sur l'épicerie, là, la question sur l'épicerie où il était vraiment dans le champ, là...
Ouais, non, mais c'est ça. Ben, il était dans le champ, si tu veux. En tout cas, c'était inexact et malaisant. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, ça contribuait à cette image de personne un peu... j'ai pas envie de dire déconnecté. Oui, mais c'est parce que moi, je m'excuse, mais regarde, ils seront pas d'accord avec moi. Ceux qui seront pas d'accord avec moi, je m'en fous, là. Mais Philippe Couillard, il était pas déconnecté. Il avait un style qui donnait l'impression, mais Philippe Couillard est plus à l'aise dans une ferme ou sur une ferme que dans un salon feutré à Outremont. La preuve, il vit même pas à Montréal, il vit en région. C'est quelqu'un qui aime ça le terrain, etc. Donc, on disait de lui qu'il était déconnecté, mais il n'était pas déconnecté. Et, même sur les questions d'identité, Philippe Couillard est quelqu'un fondamentalement fier du Québec et de sa culture et de sa langue qu'il parle d'ailleurs très bien. Le français, pas dans le sens il parle très bien, dans le sens il connaît d'autres langues, non. Il parle très bien dans le sens il y a une maîtrise supérieure de la langue française. Tu sais, et qu'on dise de lui, alors moi, tout le monde disait qu'il était déconnecté, mais ce bout-là dont tu parles, sur le 75 pièces à l'épicerie, là, ça a comme décuplé l'idée ou la perception de lui, comme quoi il était déconnecté de la population. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais sur Christine Fréchette aussi, ce qui trouble un peu, c'est, et puis on le disait aussi depuis le début, depuis qu'elle est devenue première ministre, à quel point elle semblait toujours préparée, elle connaissait ses dossiers, que c'est une députée de fond et qu'elle avait une maîtrise sur ses dossiers et sur tous les sujets. Mais là, on a vu littéralement le contraire. Tu comprends? Puis c'est un peu troublant de voir que même son entourage n'était pas prêt. Tu comprends? C'est sûr qu'on a vu un clip, comme tu dis, pendant une période de 4 heures. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui arrive. On vit dans le monde de la clip et c'est un clip qui a joué constamment les 2 ou 3 derniers jours, là, ou un ou 2 jours. Là. Donc, en tout cas, c'est une autre image de la première ministre. Je ne sais pas si ça va avoir un impact, honnêtement. On va voir. Là, je ne sais pas quand est-ce que le prochain sondage va sortir, mais honnêtement, je doute que ça va avoir un impact quelconque. Mais... C'était quand même intéressant de voir cette semaine. Ah non, mais absolument. Mais tu sais, il y avait un autre élément, Georges, là-dedans. C'est que, bon, Mme Fréchette est arrivée avec une annonce, celle où on suspend la TVQ sur certains produits pour essayer d'aider les gens, là. Bon, il y a des gens qui ont tourné ça beaucoup ridicule. Là. J'ai vu des extraits dans les médias. Là, c'était un peu spécial. Oui, on parle de quoi? On parle de $50 par année. 50 en passant, il y a 52 semaines dans une année. Donc, dans le fond, tu économises moins d'$1 par semaine. Exact. T'as même... bon, les gens n'économisent pas pour ça, aller s'acheter un café. Là. Mais dans le fond, t'as même pas un café au Tim Hortons... Un café de base, là. Pas les cafés à 8 pièces, là, mais les petits cafés. Tu n'as même pas un café par semaine avec cette aide-là. Bon, soyons pas négatifs non plus parce que il y a des gens qui vont le prendre avec plaisir, ce 50 pièces-là, mais on va s'entendre. Ça ne changera pas la vie de personne. Mais non, quand tu parles du coût de la vie, Salim, mais c'est 50$ par année. Là. Honnêtement, je ne veux pas être plate, là, mais je pense que ça aurait pris quasiment 50$ par mois. Là, c'est comme... Mais en même temps, tu vas me dire, ben oui, mais Salim, c'est pas possible, parce que déjà, là, ça coûte 300 millions. Fait qu'imagine si ça devait être... Non, mais c'est juste non, mais concrètement, pour que ça puisse aider quelqu'un, il y a des gens qui vont banque alimentaire, etc. C'est pour les aider, là, tu comprends? Et puis moi, je vais te le dire, là. Alors moi, je suis de tradition et de philosophie libérale. Je suis économiquement à droite.
Je pense qu'il y a des fardeaux, un fardeau fiscal qu'il faut aménager de manière à ce que ce soit plus facile. Mais bon, je ne suis pas non plus un idéologue. Et moi, je pense que oui, il y a quelque chose quand quelque chose doit se faire, elle doit être un tant soit peu progressiste. Progressiste au niveau fiscal, ça veut dire quoi? Moi, honnêtement, là, cette suspension de la taxe, je gagne honnêtement ma vie, je suis pas riche, je suis pas pauvre, mais moi, j'en ai pas besoin. Ouais. Honnêtement, j'en ai pas besoin. Sauf que quand tu l'as fait sur la TVQ, donc c'est-à-dire sur la taxe à la consommation, tout le monde y a accès. Que tu fasses 4 millions par année ou que tu fasses 28 000 par année, les mêmes personnes vont aller à la caisse pour le même produit, vont être taxées de la même manière. Donc moi, je me dis, c'est pas la taxe à la consommation. Mets en place une politique publique qui vise spécifiquement les personnes. Sous quelle forme veux-tu la faire? Je le sais pas, j'ai pas pensé, je me suis pas penché dessus. Mais bon, il y a du monde qui a déjà reçu des chèques. Je pense que l'histoire des chèques, ils veulent plus en parler parce que ça a été très mal géré lorsque M. Legault l'avait fait. Donc, j'imagine qu'il veut pas revenir avec des chèques. Mais les chèques au moins mais les chèques au moins de M. Legault, là, si ça n'avait pas été pour tout le monde, et si c'était spécifique, ça aurait pas été un problème pour moi. Moi, ce que je reproche, c'est qu'il y a du monde qui ont reçu des chèques qui n'avaient pas besoin de recevoir de chèques. Ouais, exact. Donc moi, au lieu de m'aider moi et d'aider des personnes pour qui ça n'a aucun impact, en fait, non, excuse-moi, je dis moi, mais c'est pas vrai. À moins de 1 pièce par semaine, tu n'aides personne. Fait qu'au lieu de n'aider personne, mais de te priver de 300 millions de revenus pour le gouvernement en taxes, ben, utilise ces 300 millions-là pour aider spécifiquement les personnes qui en ont besoin. Et puisqu'on parle de finances, Salim, l'autre chose qui est sortie cette semaine, je pense cette semaine, le courriel du ministre des Finances, M. Girard. Tu me permets-tu juste de finir là-dessus? Parce que c'est sorti cette semaine. Donc, on ne peut pas reprocher à Mme Fréchette de vouloir aider les Québécois, avec l'inflation. Mais elle ne s'était pas rendue compte, parce qu'elle est visiblement pas au courant, puis ça fait partie de sa mauvaise semaine, que son gouvernement augmente de près de 1% la taxe sur les produits d'assurance. Qui va elle-même coûter 305 ou millions, je sais pas quoi, là. Et donc dans le fond, le 300 millions que tu viens retourner aux Québécois en suspendant la taxe sur la consommation, la TVQ, tu vas la reprendre par une taxe plus élevée sur les produits d'assurance. Ouais. Alors, tu sais, dans le fond, c'est comme si tu prenais de la main droite, tu donnais de la main gauche, puis tu reprenais la main droite ou peu importe quoi. C'est à peu près ça. Et ça, malheureusement, ça lui a fait mal à Mme Fréchette. Et là, je te laisse aller sur Girard. Mais je connais pas les détails, et puis ça, on va en parler parce que c'est quand même très sérieux. Des courriels des fuites de courriels personnels entre les collègues. En tout cas, je sais pas si c'est fait exprès ou de toute manière, le courriel a été envoyé aux médias. Juste pour rappeler aux gens, pour ramener le contexte, M. Girard, on va se rappeler, à son dernier budget, avait laissé une marge d'environ 250 millions, je pense. Oui, 200... C'était 250 millions. Ne sachant pas c'était qui allait être le nouveau ou la nouvelle première ministre, il a laissé un coussin de 250, je pense, millions de dollars pour être dépensé ou pour être utilisé pour le prochain leader du gouvernement. Et dans le courriel spécifiquement,
il y a une inquiétude du ministre Girard par rapport aux dépenses. Il semble ne pas être content de la direction de Mme Fréchette qui semble prendre un chemin très dépensier. Et on coule le courriel. Et là, Salim, ce qui est plus inquiétant, c'est la c'est la sortie de Mme Fréchette pour dire qu'on va enquêter. Enquêter quoi? Mais pourquoi t'amènes tellement... pourquoi t'amènes... Look, c'est un courriel, c'est sorti. Laisse-les partir aux médias. Gère les communications. Mais pourquoi tu lances le mot enquête? Le moment où tu dis, bon, on va faire une enquête pour voir comment les courriels ont sorti, qu'est-ce que tu penses que les journalistes vont faire? Ils vont être à l'attente des résultats de ton enquête, puis tu perpétues une situation dans le temps, alors que tu n'as pas besoin de faire ça. Là, oublie ça, les nouvelles passent, il y a d'autres nouvelles qui vont rentrer, les gens vont même oublier. Pourquoi tu gardes cet aspect négatif dans ton gouvernement pour avoir à y répondre peut-être dans un mois ou deux? Tu comprends? Ouais. Mais attends, je vais juste te dire, regarde, il y a le fond et la forme. Puis là, tu étais sur la forme. Sur la forme, écoute, il y a des gens qui n'ont pas compris cette histoire d'enquête. Moi, personnellement, je trouve troublant qu'un ministre envoie un courriel à sa première ministre et que ça se retrouve dans les médias. Oui. Moi, je suis troublé par ça. Alors, regarde, pour moi, il y a deux choses l'une. C'est soit que ça a été coulé par une ou l'autre des parties, donc par le ministre des Finances ou par la première ministre. Donc, c'est soit ça, soit qu'il y a une brèche de sécurité quelque part. Quand je dis brèche de sécurité, je parle pas de hackers, là, mais ça veut dire que quelqu'un a un accès quelconque, etc. Donc, moi, qu'il y ait une enquête administrative, qui d'ailleurs n'a pas été lancée par la première ministre, mais par son directeur, par son secrétaire général, qui est le plus haut fonctionnaire du gouvernement, qui lui s'en fout s'il y a eu une fuite politique, parce que lui, il fait pas de politique. Mais par contre, il veut s'assurer d'une chose, c'est qu'il n'y a pas eu une fuite administrative de ça. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, lui, il veut protéger l'intégrité du gouvernement et des institutions ministérielles, là, les ministères, et puis tout ce qui est technologique entourant les communications de la première ministre et la confidentialité des dossiers, etc. Mais moi, perso, je pense que ça a été coulé. Est-ce que ça a été coulé par l'une ou l'autre des parties? Tu vas me dire, la première ministre, c'est pas dans son intérêt, c'est sûr. Ben, non, sûr. Effectivement. Exact. Donc, je pense pas que ce soit la première ministre ou son entourage. Mais est-ce que ça pourrait être du côté du ministre des Finances? C'est quand même pas un enfant de 5 ans. Il sait très bien que c'est pas un courriel que elle va couler. Donc, s'il se retrouve dans les médias, on va directement penser que c'est lui. Donc, c'est-tu lui? Écoute, c'est soit il l'assume complètement puis il s'en fout, soit il l'assume complètement et il s'en fout, soit que est-ce qu'il y a quelqu'un de chez lui ou de chez elle qui a transféré ce courriel-là, qui l'a transféré à quelqu'un d'autre, puis finalement, celui qui l'a coulé ne s'est même pas rendu compte qu'il l'a coulé. Là, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas impossible non plus, tu vois. Alors, mais qu'il y ait une enquête, c'est pas une enquête policière, là, mais qu'il y ait une enquête pour s'assurer de l'intégrité des systèmes de communication par lesquels transige de l'information confidentielle et privilégiée du gouvernement, c'est normal. Ça, c'est sur la forme. C'est parce que tu as abordé la forme d'abord, mais sur le fond,
ben, sur le fond, on peut quand même, c'est quand même quelque chose, là, tu sais. Alors que, tu sais, on promettait une certaine, comment dire, façon assez rigoureuse de gérer les finances, étant donné l'état des finances publiques du Québec, etc. On s'était mis d'accord avant même la désignation de la nouvelle première ministre qu'il va y avoir cette enveloppe de 250 millions par année sur... Je ne sais plus combien, là. Me semblait qu'il y avait quelques années, là. Mais bon, peut-être pas, je me souviens pas. Bref, ça m'échappe peut-être. Tu sais, c'était quand même... Tu sais, tout le monde se disait, OK, on connaît les règles. Mais là, tout d'un coup, effectivement, il y a plusieurs annonces, puis ces annonces-là avaient l'air... Et moi, ce que je trouve un peu épatant, c'est que quand on a eu M. Girard en entrevue, puis quand je dis « on », je parle pas de moi, mais quand M. Girard est allé dans les entrevues à la télé ou à la radio... c'est parce que ce qu'il a dit à la télé, à la radio, ça allait pas dans le sens de ce qu'il avait écrit dans le courriel. Tu sais, dans le courriel, c'était clair que c'était une mise en garde sérieuse. On dérape. Ouais. Mais par contre, quand il est allé devant les médias, lui, c'était « moi, je suis derrière la première ministre, elle fait du bon boulot, etc. » Tu comprends? Donc c'est un peu... spécial, si on peut dire ça comme ça? Là, on ne sait toujours pas si M. Girard va se présenter. Hein. Il ne s'est toujours pas prononcé, je pense. Ben, je sais pas, j'imagine qu'il a laissé entendre que oui, mais moi, ça fait 1 an que je dis... C'est vrai, tu le dis que ça t'étonnerait Moi, je serais très surpris. Puis sais-tu quoi? Si j'étais lui, je me représenterais pas non plus. Mais d'abord, honnêtement, là, la politique, quand on a fait 8 ans, là, puis tu as été ministre des Finances pendant 8 ans. C'est beaucoup. Puis tu as fait 8 budgets. Je pense que tu peux passer à autre chose. Ouais. La politique, ça devrait pas être une carrière de 30 ou 40 ans. Là. Et là, on passe à un autre sujet. On n'avait pas prévu de parler ça, Salim, mais la fin de semaine passée, il y avait le conseil général de la CAQ. Et je ne sais pas si j'ai rêvé ça ou j'ai vu passer ça quelque part. On aurait donné une date limite aux députés de se prononcer si oui ou non ils vont se représenter. Ils mettent un peu de la pression sur les députés ou j'ai rêvé ça? Ben, je sais pas s'ils mettent de la pression sur les députés, mais je crois que... Je pense qu'on leur donne une date à... Ah ouais, mais moi, je vais te dire un truc. Honnêtement, non seulement c'est normal, mais je trouve que c'est même un peu tard. Ben oui. Moi, oui. Honnêtement, moi, je pense que ça aurait été intéressant que ce soit un travail qui a été amorcé plus tôt, là. Tu sais, veut pas, il y a des comtés où il y a peut-être des députés qui vont pas se représenter, qu'un candidat ou une candidate aurait voulu avoir le temps d'avance pour pouvoir travailler le terrain, faire des annonces, etc. Oui. Mais dis-toi une affaire, c'est que la CAQ, au nombre de députés qu'ils ont, quand bien même tu as 15% ou 20% d'entre eux qui décident de ne pas se représenter, ils en auront toujours moins à recruter que les libéraux et les péquistes. Ça, c'est vrai. Là, donc, oublie pas une affaire. La CAQ, sa chance, c'est que sa chance, en fait, ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais la chance de la CAQ, c'est qu'elle a déjà des députés sur le terrain qui sont censés être plus connus qu'un candidat d'un autre parti qui s'en vient. C'est vrai. À moins qu'il y ait des départs massifs, là, on ne sait pas. Là, ça, c'est une autre histoire, effectivement. Ouais. Mais j'ai pas cette impression-là. De toutes les manières, il y en a certains d'entre eux là qui avaient prévu peut-être qu'ils quitteraient la politique, mais ils n'étaient pas trop sûrs. Est-ce qu'ils se présentent pas? Puis il y en a certains qui ont dû se dire, you know what, je vais me présenter. Puis on verra. Ouais, c'est ça, exact. All right, tout le monde, on met un point là-dessus. Merci encore de nous avoir suivis, d'avoir téléchargé l'épisode. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Aidez-nous, on pousse, on grandit cette petite communauté-là. La chaîne, ça va super bien. Les plateformes audio aussi. Les gens qui nous écoutent sur Facebook, grand merci à vous. Partagez, commentez, faites toutes ces belles choses-là. Ça nous aide énormément. Et on vous voit très bientôt avec un tout nouvel épisode. Merci tout le monde. Ciao, bye.